Après son départ du PPACI, Dr Awa Domelo franchit un nouveau cap en lançant son nouveau parti avec l'ambition d'incarner une alternative souverainiste. Mais dans un paysage politique déjà fragmenté, alors que la réforme du système électoral continue de susciter de vifs débats, cette nouvelle offre politique peut-elle réellement rebattre les cartes? Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup plaisir que nous recevons dans cette émission de l'invité de la rédaction, M. Awa Domelo. Bonjour, M. Awa Domelo. Merci, bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Merci. Alors, pendant plusieurs mois, vous avez affirmé vouloir contribuer au débat politique sans forcément créer un mouvement politique. On a bien envie de savoir ce qui a changé entre-temps quand on apprend la nouvelle du dimanche dernier. Mais parce que j'ai demandé le dialogue au PPACI pour qu'on donne l'exemple au gouvernement qui ne veut pas dialoguer avec sa minorité. Eh bien, en lieu et place de dialogue, eh bien, j'ai été radié du PPACI. Donc, comme je suis un homme politique, il me faut forcément un nouveau cadre d'expression. Et donc, on a mis en place un comité de réflexion qui a réfléchi et qui nous a donné ses conclusions. Soit créer un mouvement, soit créer un parti politique, mais dans tous les cas, un parti politique, ça prend du temps. Il faut avoir un récépissé de l'administration. Donc, entre-temps, on va fonctionner comme un mouvement, c'est-à-dire d'une manière informelle jusqu'à ce que le Congrès des pionniers puisse mettre en place la structure d'un nouveau parti politique. En tout cas, vous présentez ce mouvement-là comme une offre politique. Est-ce que ce n'est pas simplement la reconversion de votre équipe de campagne en appareil politique? C'est mes premiers interlocuteurs, puisque eux, ils sont restés là avec moi et ils se sont posé la question de savoir que faire. Je leur ai dit pour le moment, la voie, c'est le dialogue avec mon parti, c'est-à-dire le PPACI. Et donc, il faut réfléchir sur l'avenir au cas où, parce que dans n'importe quelle stratégie, il faut prévoir plusieurs plans. Si le dialogue ne s'ouvre pas, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Donc, les réflexions ont continué et lorsque le dialogue a été fermé, les autres portes se sont ouvertes. En Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens estiment que la multiplication des partis politiques fragilise en quelque sorte l'opposition. Elle ne vient pas la renforcer. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'ajouter une division de plus? C'est pour dire qu'on a eu tort de se battre pour le multipartisme, c'est ce que vous voulez dire? Bien sûr. On a eu raison de se battre pour le multipartisme. On a eu raison de se battre pour le multipartisme parce que le parti vous êtes divisé. Non, ce n'est pas une division, c'est une diversité. Il ne faut pas confondre les termes. La diversité n'est jamais négative, elle est même positive. Et donc, la quête de l'unité dans la diversité, qui ne veut pas dire la quête de l'unicité qui nous conduit au parti unique ou à la pensée unique à gauche, eh bien, cette distinction-là, il faut savoir la faire. Parce que la gauche a une histoire, elle est toujours en diversification. Quand vous voyez en France aujourd'hui combien de partis de gauche, il y en a plusieurs. Mais lorsque le moment est opportun de se mettre ensemble pour atteindre un objectif commun, eh bien vous voyez que tout de suite, ils se mettent ensemble. Il n'y avait pas moyen de renforcer une coalition déjà existante au lieu de créer un nouveau parti? Le FLI en est comment? Par d'abord le rapprochement de plusieurs partis politiques et puis après ils se sont dit pourquoi pas un instrument. Donc l'histoire ne fait que balbutier. Alors, la diversité n'est jamais un obstacle à l'unité. D'accord. Vous avez reçu mandat pour conduire la création de ce parti, vous le disiez tantôt, jusqu'au congrès des pionniers. Le calendrier que vous fixez pour que cette nouvelle formation-là devienne pleinement opérationnelle? Disons l'équipe de campagne va se réunir bientôt pour fixer le calendrier. Pour le moment, le principe est acquis. Maintenant, il faut se donner un calendrier. On peut avoir une estimation de la date? Disons qu'au plus tard, avant la fin de l'année, nous pensons que c'est quelque chose qui sera jusqu'à sur la pied. D'accord, on aura l'occasion de revenir vers vous si jamais cela est ouvert. Voilà. Alors, vous avez longtemps été présenté comme l'un des très proches fidèles de M. Laurent Gbagbo. À quel moment vous avez cessé de croire en son projet politique? C'est une fidélité idéologique qui n'est pas rompue. Il est pour la souveraineté, je suis pour la souveraineté.
Il est pour la démocratie, je suis pour la démocratie. Il est pour le panafricanisme, je suis pour le panafricanisme. Mais j'ai estimé que pour le boycott n'est pas une solution politique pour aller vers l'alternance. Voilà la seule différence. Bon, j'ai estimé que ce n'était pas la voie, c'est leur choix. Mais moi, mon choix, ça a été toujours le choix des élections. Alors, à propos de ce choix politique, pour beaucoup d'Ivoiriens, enfin, c'est une réalité, vous avez bénéficié de la confiance de Laurent Gbagbo pendant de longues années. Est-ce que vous ne lui devez pas une grande partie de votre carrière politique? C'est comme j'ai eu la confiance du parti communiste français pendant longtemps, mais ça ne veut pas dire que je ne pouvais pas quitter le parti communiste français pour aller vers le Front populaire ivoirien. Mais ça ne veut pas dire non plus que j'ai rompu avec le parti communiste français ou même les partis trotskistes dans lesquels j'ai milité. Non. La vie politique, elle est ainsi faite. Eh bien, il y a des contradictions. Et c'est pour ça qu'on parle toujours d'une gauche plurielle, d'une opposition plurielle. Ça ne fait qu'enrichir le débat démocratique. Il ne faut jamais percevoir ça d'une manière négative parce que ça veut dire qu'on a eu tort de se battre pour le multipartisme. Non, il faut se réjouir d'avoir gagné la bataille du multipartisme. Maintenant, l'autre défi fondamental, c'est comment réaliser l'unité dans la diversité. Ça, ce défi-là se pose à n'importe quel système multipartisan. Vous êtes sorti du PPACI, si jamais Laurent Gbagbo vous demande de revenir, ça serait quoi votre réponse? On va discuter. Ça serait quoi la réponse? Asseyons-nous et discutons. C'est ce que je voulais. J'avais demandé à ce qu'on ouvre un dialogue. Donc ça sera toujours asseyons-nous et discutons. Ça veut dire que vous seriez capable de dire oui? Asseyons-nous et discutons. Alors, vous vous présentez comme un homme du changement. Vous l'avez dit dans les différents meetings pendant la campagne de l'élection présidentielle dernière. Pourtant, vous appartenez à la classe politique depuis plusieurs décennies. La rupture est à quel niveau? La rupture, elle est au niveau des élections de 2025. Il y avait deux solutions possibles. Soit boycotter, ce qui n'était pas du tout ma position, parce que l'histoire du FPI a démontré que le boycott a été négatif pour tout le monde, soit participer aux élections. Participer aux élections, on avait deux solutions. Une candidature naturelle, qui est celle de Laurent Gbagbo, mais une candidature de précaution au cas où sa candidature serait éliminée pour éviter qu'on retombe dans le boycott. Ça, c'était ma position. Mais cette position-là, elle n'a pas fait l'objet d'ouverture d'un débat démocratique, puisque j'avais demandé à ce qu'une convention se planche sur cette question pour qu'on puisse associer tout le monde à ce débat. Mais ça n'a pas eu lieu, et puis bon, j'ai décidé, moi, d'utiliser, puisque notre constitution n'interdisait pas, et les statuts du FPI aussi n'ont jamais interdit les candidatures indépendantes. Donc, en tant que citoyen ivoirien, étant donné que la Constitution est au-dessus des statuts d'un parti qui n'interdisent pas non plus, eh bien, j'ai utilisé mon droit de citoyen d'être candidat indépendant, non au nom du PPACI. C'est bien à préciser. Merci. Et justement, dans cette campagne toujours, vous avez promis une gouvernance différente. Beaucoup d'Ivoiriens se posent la question de savoir ce que vous avez fait lorsque vous exerciez des responsabilités publiques qui prouvent déjà cette différence. Quand j'étais directeur général du Bénin, j'avais le choix entre gouverner le Bénin avec uniquement des gens de mon clan et gouverner en diversifiant. Je me suis basé sur un seul critère, c'est le critère de compétence. D'accord. Et donc, pour moi, la Côte d'Ivoire doit aller vers l'utilisation de ses compétences qui sont diversifiées et qui appartiennent à tous les bords politiques. Donc, la compétence doit prévaloir sur toute autre forme de considération. Voilà ma vision. C'est pour ça qu'il faut séparer le parti de l'État. Aujourd'hui, il y a un parti État, c'est-à-dire le président du parti et en même temps chef de l'État. C'est un dysfonctionnement de la République. M. Awa Domelo, beaucoup d'Ivoiriens estiment que vous êtes un très bon économiste, mais pas un véritable homme politique de terrain. À cela, qu'est-ce que vous répondez? Ils verront bientôt. Ils verront bientôt. Qu'est-ce qu'ils verront justement? Justement, puisque jusque-là, les gens pensent que le FPI est né par hasard
Non, j'étais responsable à l'organisation pendant toute la période de Qu'est-ce que vous clandestinité. avez fait concrètement? C'était d'organiser les bases du FPI. Et j'étais le président du comité de contrôle, c'est-à-dire veiller au respect de la ligne du parti. Vos adversaires devraient avoir peur de ce qui arrive? Il n'y a pas de quoi avoir peur. C'est des talents qui s'expriment. D'accord. Et comme j'ai toujours milité au sein d'un groupe sans être le premier responsable, ça ne veut pas dire que j'étais assis à la maison et chaque fois on me faisait appel. Non. Mais justement, certains de vos adversaires estiment que votre influence, elle reste essentiellement intellectuelle. Oh ben, j'étais le responsable à l'organisation du FPI pendant les périodes les plus dures et responsable de la promotion du FPI dans tout le Zinkomwe lorsque on a eu le multipartisme. Et Bongwanou, d'où je suis, a été la première commune. Ça veut tout dire. On va revenir à vos différents projets. Vous revendiquez un projet souverainiste. Comment est-ce qu'on pourrait parler de souveraineté dans un pays dont l'économie dépend aujourd'hui mais très largement des investissements étrangers? Ben, c'est ça le paradoxe et c'est ça qui justifie le fait qu'il faut changer de paradigme. La Côte d'Ivoire était indépendante en 60. En 60, il y avait très peu de cadres, il y avait très peu de capitaux. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on tisse des accords de coopération sur le plan économique et technique pour développer la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous avons fait. Mais aujourd'hui, ces arguments qui ont servi à fonder la Côte d'Ivoire de 60 ont disparu. Nous avons des docteurs qui chôment, ça veut dire que nous avons beaucoup de cadres et nous avons beaucoup de capitaux parce qu'on est la première puissance économique en matière de cacao. Mais la différence, c'est que la richesse qui est créée ne nous appartient pas parce que les premiers accords n'étaient pas à notre avantage, c'était à l'avantage de ceux à qui on a signé des accords de coopération. Il faut inverser ça pour que la richesse qui est créée en Côte d'Ivoire revienne en majorité aux Ivoiriens, puisse profiter aux Ivoiriens et que nous puissions bâtir une économie industrielle qui soit capable de conduire la Côte d'Ivoire vers le plein emploi et en même temps régler tous les droits sociaux des Ivoiriens. En tout cas, on le comprend éducation bien, et logement, santé, etc. Vous défendez une Côte d'Ivoire pleinement souveraine. Est-ce que cela implique qu'il faut remettre en cause certains accords avec la France, par exemple? Ben, il est bien évident, puisque c'est eux qui étaient les premiers bénéficiaires d'un contrat asymétrique entre la Côte d'Ivoire et l'ancienne puissance coloniale. Et c'est ce contrat asymétrique-là qui ont fait que la richesse qui est créée ne nous appartient pas. Donc il faut revoir ces accords-là pour que la majorité de la richesse créée en Côte d'Ivoire revienne aux acteurs économiques locaux. Et c'est comme ça qu'on peut bâtir une économie souveraine. Mais d'un autre côté, vous évoquez aussi un monde multipolaire. Est-ce que ça veut dire que vous avez le regard tourné vers la Russie ou encore la Chine? Ben, il est bien évident que le monde multipolaire suppose qu'on aille prendre le meilleur là où on le trouve. Si le meilleur se trouve en Russie, je vais aller le chercher. Si le meilleur se trouve en Chine, je vais le chercher. Si le meilleur se trouve en France, en fonction des domaines techniques. Parce que notre seul besoin, c'est la technologie. Si nous avons la technologie, on industrialise. Et donc, il faut aller chercher la meilleure technologie là où elle se trouve. Les États-Unis ont une expérience formidable en matière d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies. Il faut aller chercher. Ben, la Russie a aussi une expérience formidable en matière d'énergie nucléaire, en matière de télécommunications, en matière de sécurité informatique et en matière d'intelligence artificielle. Il faut aller chercher. La Chine a une puissance industrielle incroyable. Toutes les technologies qui permettent de créer cette puissance industrielle-là et les conditions de réussite de cette puissance-là, ben, il faut aller puiser là-bas. Et l'Afrique a une histoire. On était souverain quand il y a eu la colonisation. Il faut aussi puiser dans notre ressort historique pour créer une Côte d'Ivoire nouvelle, une Afrique nouvelle qui se prend en charge et qui prend en compte la diversité du monde multipolaire. Vous parlez de souveraineté, vous parlez de souverainisme pour lesquels certains estiment que c'est un repli sur soi. Pour vous, comment est-ce qu'il faut arriver à éviter cette dérive? Ben c'est comme si on me disait que la France fait un repli sur elle. Non, la France est un État souverain mais qui coopère avec la planète entière. Le Brésil est un État souverain qui coopère avec la planète entière. La Chine est un État souverain qui coopère avec la planète entière. La Côte d'Ivoire et l'Afrique doivent acquérir leur souveraineté. Et c'est ça qui va leur permettre de coopérer avec la planète entière. Parce qu'on va produire nous-mêmes, mais il faut vendre.
On vendra en Côte d'Ivoire, on vendra en Afrique, mais on vendra aussi à travers le monde. Donc il faut coopérer. La Côte d'Ivoire ne peut pas se développer sans partenaires internationaux. Ben, c'est ça le principe même de la souveraineté. C'est parce qu'on est qu'on coopère. Si on n'existe pas, eh bien, on fait partie de l'empire français, où on fait partie d'une entité souveraine. Voilà la seule différence. Nous, on faisait partie de l'empire français. On a eu l'indépendance, mais pas la souveraineté économique. Aujourd'hui, l'heure est venue pour franchir la deuxième étape de notre indépendance, c'est-à-dire la souveraineté économique. On va maintenant aborder la question de la réforme électorale en Côte d'Ivoire, parce qu'on se rappelle qu'en juin 2026, le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly, a annoncé la dissolution de la CEI, qui propose justement de faire valoir toutes les propositions au niveau de l'Assemblée nationale, histoire de faire naître une nouvelle réforme électorale. Le gouvernement affirme que la réforme proposée viendra renforcer la confiance non seulement de tous les acteurs politiques, mais également de tous les Ivoiriens. Est-ce que vous croyez en cela? En utilisant la voie républicaine, c'est leur identité, eh bien ça biaise déjà, parce que ce n'est pas tous les partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale. Et donc il fallait faire comme la table ronde de l'INAS Marcossi, c'est vrai, c'était en période de crise, mais tous les partis politiques majeurs étaient représentés et il y a eu un consensus qui a donné naissance au code électoral et à la commission électorale indépendante, taillé sur un consensus politique entre tous les acteurs politiques. Ben, ce qui a marché hier, pourquoi on refuse ça aujourd'hui? Il faut une table ronde qui puisse permettre de poser les problèmes pour aller vers un consensus. Parce que c'est lorsqu'on est d'accord avec les règles du jeu que le jeu peut démarrer. Vous dites qu'il y a, enfin, c'est pas normal pour vous de partir à l'Assemblée nationale, mais est-ce que c'est pas légitime pour le gouvernement d'aller à l'Assemblée nationale? Non, c'est leur choix. Hein. Surtout que certains partis politiques ont décidé de ne pas participer à certaines élections. Oui. Ou le manque de leurs représentants à l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est leur choix. Je dis la voie républicaine n'est pas la voie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu justement beaucoup de boycotts et que beaucoup de forces politiques ne sont pas représentées au Parlement. Il faut choisir la voie démocratique. C'est-à-dire associer toutes les forces qui comptent dans le pays pour aller vers un consensus. Pour vous, il y a un piège dans cette réforme? Ben évidemment qu'il y a un piège. Si on choisit la voie républicaine, ça veut dire que le piège, c'est que ça soit taillé sur mesure de ceux qui dominent le Parlement, c'est-à-dire le RHDP. Alors, le gouvernement parle de 3 organes qui vont donc remplacer la CEI, 3 structures. Est-ce que pour vous, cela signifie nécessairement plus de transparence? Un tricheur multiplié par 3, ça fait 3 tricheurs. Non, il faut qu'on se débarrasse justement de cette façon de procéder. Le gouvernement a la latitude de faire des propositions, mais il faut justement créer les conditions d'un débat démocratique autour de ces propositions-là pour qu'on aille vers un consensus dans le contenu. Sinon, multiplier par 3 quelque chose qu'on a décrié, c'est multiplié par 3. Le gouvernement fait des propositions, mais c'est également, enfin l'opposition également fait des propositions. C'est le cas de votre camarade Simone Eivebagou qui parle du Haut Conseil électoral. Est-ce que ça, c'est une proposition que vous soutenez, mais sans réserve? Ah, je soutiens ça sans réserve, puisque j'ai eu des membres de ma campagne électorale, compte tenu de leur expérience, ont contribué à la rédaction de ce document du MGC. Alors, est-ce que si jamais cette réforme-là, elle est adoptée, je veux parler de la réforme proposée par le gouvernement ivoirien, si jamais elle est adoptée malgré toutes les critiques qui l'entourent, est-ce que vous participeriez quand même aux prochaines élections? Ben, moi, je suis contre toute forme de boycott. Il faut continuer la bataille. Mais évidemment, dans toute bataille, on peut gagner comme on peut perdre. Si on perd, il faut participer aux élections. Si on gagne aussi, il y aura des réformes. Mais il faut continuer la lutte. Vous réclamez également davantage de concertation. Là, j'ai une question, c'est à partir de quel moment vous diriez que le dialogue il a échoué? Mais lorsque la minorité est exclue. C'est-à-dire qu'en démocratie, quand on parle de démocratie, c'est qu'il y a une majorité et il y a une minorité. La majorité gouverne, ce qui est vrai, mais elle doit gouverner en tenant compte des droits de la minorité. C'est ça qui
différencie une démocratie. Ne tient pas compte de vos droits. Il faut ouvrir le dialogue quand on veut tenir compte des droits de la minorité. Le dialogue a été ouvert, le gouvernement a reçu tous les partis de l'opposition à la primature il y a quelques semaines. Non, c'était des informations, ce n'était pas un dialogue. Le gouvernement a donné sa position, mais il n'y a pas eu de dialogue. Il faut ouvrir le dialogue pour que la minorité apporte sa contribution à une règle fondamentale, c'est-à-dire la loi électorale. C'est important dans une démocratie. Il y a des éléments clés dans une démocratie qui doivent se mettre en place par consensus entre la majorité et la minorité. C'est pour cela que dans certaines démocraties, on parle soit de consensus, soit de majorité qualifiée pour prendre en compte le droit de la minorité. Est-ce que vous avez pris part à cette rencontre à la primature? Non, j'étais absent. J'étais à Moscou. Si jamais vous étiez là et qu'on vous donnait la parole, qu'est-ce que vous allez dire? Mais c'est ce que je vous dis là. Qu'il faut une table ronde qui peut discuter des questions sur lesquelles il faut un consensus. Monsieur Awa Dombello, aujourd'hui, c'est vrai que vous parlez de dialogue, mais le constat qui est fait, c'est que l'opposition elle-même peine à parler d'une seule et même voix. À qui est-ce qu'on pourrait attribuer cette responsabilité? Non, ne parlez pas d'une seule. Dans la doctrine démocratique, la diversité est toujours positive. C'est quand on n'a pas encore assimilé les règles du multipartisme qu'on pense que la diversité est négative. Non, parler d'une seule voix, mais c'est de retourner vers le parti unique. Non, ou la pensée unique. Non, il faut parler de plusieurs voix et chercher le consensus, c'est-à-dire le plus petit dénominateur commun qui va émaner de toutes les voix. Et c'est ça qui fonde l'unité dans la diversité. Il y a quand même une réalité qu'on ne peut pas nier, c'est que beaucoup de citoyens aujourd'hui reprochent aux leaders de l'opposition leur rivalité personnelle. Est-ce que vous faites partie du problème ou de la solution? Non, il faut briser les susceptibilités, les méfiances et les fausses accusations. Et il faut qu'on fasse de la politique, c'est-à-dire qu'on fasse grandir la démocratie. Il ne faut pas considérer le droit à la différence comme une trahison ou comme une méfiance ou comme quelque chose de négatif. Il faut considérer le droit à la différence comme faisant partie du droit au processus démocratique, des acquis de la bataille pour le multipartisme. Si on arrive à concevoir cela, se parler entre nous devient quelque chose de facile. Mais c'est lorsqu'on pense qu'on a raison, alors que nul n'a le monopole de la vérité, et c'est lorsqu'on pense que l'autre a tort, alors que nul n'a le monopole de la vérité en démocratie, c'est là que le problème intervient. C'est une façon de, je vais dire, de ne pas comprendre les règles du jeu démocratique. C'est vrai que vous annoncez la création de votre propre parti dans les mois qui suivent. Vous appelez juste à côté au rassemblement de tous les acteurs politiques. Est-ce que cela signifie que vous serez prêt à renoncer à votre propre candidature si cela favorise l'unité? Évidemment, évidemment. C'est ça le sens même de l'idéologie. C'est-à-dire qu'il faut détacher l'idéologie d'abord des individus. Et lorsque vous êtes d'accord sur un corpus idéologique, c'est comme une équipe de football. Si on est d'accord qu'il faut gagner, eh bien, une équipe, s'il y a un blessé, l'autre s'en va. S'il y a des joueurs qui ne se sentent pas en bonne santé, ils peuvent ne pas participer à la compétition. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut cultiver l'esprit d'équipe. Or, la gauche et l'opposition doivent cultiver l'esprit d'équipe pour que le meilleur gagne. C'est tout. Si jamais Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé ou encore Pascal Affi-N'Guessan se réunissent, où se situerait Awa Dombello? Mais pour le moment, je n'existe pas, donc en tant qu'organisation reconnue. Donc pour le moment, je ne me situe pas quelque part. Mais ce qui est sûr, je fais partie de la grande famille de la gauche ivoirienne. Et donc cette gauche-là, j'ai contribué à la construire, à me battre pour le multipartisme. Je dois être l'un des bénéficiaires de cette lutte pour le multipartisme-là. Donc je vais exister. En tout cas, c'est clair que votre parti risque de puiser ses militants dans l'opposition. Est-ce que là, ça ne serait pas faire le jeu du RHDP? Non, vous vous trompez, la classe politique ne représente pas plus de 6% de la population. Et de cela est vrai dans n'importe quel pays. On a une jeunesse qui n'a même pas encore fait de choix.
tout simplement parce que c'est une jeunesse qui rentre dans la vie politique. Il faut tabler sur ça. Moi, je suis pour qu'on aille vers les jeunes et qu'on leur explique que l'étape actuelle de notre lutte, c'est la bataille pour la souveraineté, pour qu'eux, ils trouvent leur place à l'intérieur de la société. C'est vers ceux-là que je vais On va revenir à votre projet. Vous promettez une meilleure gouvernance. Aujourd'hui, les trois principaux échecs pour vous du pouvoir actuel. Pour moi, c'est le choix de l'idéologie, c'est-à-dire une idéologie qui laisse une large place à l'investisseur étranger par rapport au contenu local du développement. On voit les conséquences, la pauvreté. Bien sûr, en valeur relative, on constate que la pauvreté a baissé, puisqu'on est passé de 55% à 37%, mais en valeur absolue, eh bien, 10 millions de chômage en 2011, 10 millions de chômage en 2025. Donc pour moi, en valeur absolue, rien n'a changé. Et c'est ça qu'il faut changer, justement, en allant vers une souveraineté économique qui puisse nous permettre d'avoir les leviers financiers pour industrialiser la Côte d'Ivoire et aller vers le plein emploi. À côté de l'industrialisation, vous parlez également de justice sociale. Comment est-ce que vous arriverez à financer toutes ces promesses? Ben, comme je vous ai dit, la Côte d'Ivoire crée suffisamment de richesses, mais elle est mal partagée. C'est-à-dire les forces extérieures empochent près de 80% à peu près, et puis le contenu local, ben, on tourne au maximum autour de 20%. Il faut inverser. Est-ce qu'on devrait revenir à votre façon de gérer quand vous étiez directeur général du BNED? C'est-à-dire, est-ce que vous serez prêt à supprimer les nominations fondées sur les appartenances politiques? Ah oui, ça c'est clair, il faut. Sinon, on ne construit pas un État démocratique. Un État démocratique, c'est un État qui ne recrute pas en fonction de la couleur politique. C'est ça pour vous, l'administration exemplaire? Pour moi, le BNED que j'ai géré, j'ai éliminé tous ces critères. Pas de critères ethniques, pas de critères politiques, la compétence. Et pour moi, c'est l'exemple, puisque ça a permis au BNED quand même d'être présent dans tout le continent africain. C'est pour montrer que si j'avais choisi les gens en fonction des critères de complaisance, le BNED ne serait pas ce qu'elle a été. Le 11 juillet dernier, l'on célébrait la journée africaine de lutte contre la corruption. Qu'est-ce que vous tenterez de faire justement pour endiguer ce fléau sous monsieur? L'intelligence artificielle, pour automatiser les activités de l'administration. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a pris une telle importance et permet d'automatiser les actes et donc de détacher les individus des mécanismes de gouvernance. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la seule véritable réponse à la tricherie. Et ça permet aussi de tracer toutes les activités, donc d'identifier tous ceux qui seraient tentés de contourner, disons, les technologies de la nouvelle intelligence. Et ce sont des projets déjà opérationnels aussi actuellement? Des projets opérationnels. Avec le gouvernement actuel dans certaines administrations? Oh ben, il commence, mais l'intelligence artificielle n'a pas pris les secteurs clés comme le trésor. Il s'est informatisé. Mais l'informatisation ne veut pas dire l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il faut aller de plus en plus vers l'automatisation des mécanismes de gouvernance au niveau financier. On va tomber le temps de créer un parti. Vous ne cachez plus du tout votre ambition nationale. Est-ce que ça veut dire que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle? Ben, tout dépendra des analyses qu'on fera. Mais un parti politique, il est fait pour conquérir le pouvoir. Donc on aura des candidats, soit en équipe, soit en individuel. Mais mon souhait, c'est qu'on puisse avoir un candidat aux élections. Ben, pourquoi pas d'autres? Le plus important, c'est l'idéologie. Alors, beaucoup pensent quand même que votre démarche prépare une candidature, c'est sûr. Est-ce que vous pouvez dire clairement oui ou non? Le parti aura un candidat. Est-ce que cette candidature va être consensuelle dans l'opposition ou non? C'est là que le débat va résider. Puisque notre ambition, c'est d'aller en équipe pour les élections de 2025. Donc le candidat qu'on propose peut céder sa place à n'importe quel autre candidat. Mais ce qui est sûr, le parti aura un candidat. Awa Doumelo, on tend aller vraiment vers la fin de cette émission. Quelle est aujourd'hui votre grande autocritique? Ma grande autocritique? Eh bien, la grande autocritique que je peux faire aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir raison garder.
Raison gardée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on a le monopole de la vérité. Il ne faut pas croire que les autres n'ont pas la vérité. Il faut croire que chacun de nous détient une parcelle de la vérité et que seul le débat démocratique permet de chercher la majorité ou un consensus. Et je crois qu'il faut savoir œuvrer à l'ouverture des débats démocratiques. Et ça a été mon seul regret à l'intérieur du PPACI, c'est que j'ai tenté d'ouvrir le débat démocratique et l'autocritique que je peux faire, c'est que je n'ai pas réussi. À propos du PPACI, c'est quoi le plus grand reproche que vous faites à Laurent Gbagbo? Non, c'est un acteur politique que je respecte et qui a ses méthodes, sa manière de faire. Je partage une grande majorité de ses méthodes, mais le boycott des élections, ça, je ne partage pas cette option-là. Le plus grand reproche que vous faites à M. Alassane Ouattara? C'est aussi un grand monsieur, mais il faut que le contenu local du développement prenne le pas sur le contenu international. Si vous deviez reconnaître une réussite du pouvoir actuel, ce serait laquelle? Les infrastructures. En matière d'infrastructure, j'ai été DG du Bénin, donc je connais un peu tout le programme des grands travaux de Côte d'Ivoire. Il a fait vraiment un grand bond en avant en matière d'infrastructure. Ça, je salue cette performance. Mais là où il y a échec, de mon point de vue, c'est que le contenu local est très faible. Alors, ça sera la dernière question. Vous demandez aux Ivoiriens de vous faire confiance, mais beaucoup voient en vous un homme qui a déjà contribué aux affaires politiques du pays, qu'ils critiquent aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ces Ivoiriens-là devraient encore croire que vous incarnez le changement? Parce que j'ai changé le Bénin quand j'étais DG du Bénin. Certains diraient que le Bénin, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais c'est un élément important de la Côte d'Ivoire. Le Bénin, c'est le bureau national d'études techniques et de développement. C'est cette structure-là qui pense et met en œuvre le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, changer le Bénin et en faire un outil africain, c'est montrer sa volonté non seulement d'aller vers une souveraineté nationale, l'utilisation des compétences pour gagner la bataille du panafricanisme et gagner la bataille du monde multipolaire. Merci beaucoup, Awa Dombelou. Merci. Mesdames et messieurs, Awa Dombelou était l'invité de la rédaction sur Sac Info. Cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis.